Les gens ont peur. C'est la dictature ici. Moi, je compare volontiers la Transnistrie à la Corée du Nord. En Corée, le pouvoir se transmet de père en fils. C'est exactement pareil chez nous. Entre le président Smirnov, ses fils et toute sa famille. Aujourd'hui, on se prépare pour les élections au Soviet suprême. Je sais précisément que Smirnov et tout son entourage sont candidats au Soviet suprême de Transnistrie. C'est un véritable clan familial. C'est la République Smirnov. Nous allons vous raconter l'histoire d'un pays qui n'existe pas. Un pays né en 1990 et qui depuis échappe à tout contrôle international. La République de Transnistrie. Un lambeau de terre, 2 fois plus petit que la Corse, situé à l'est de la Roumanie, entre la Moldavie et l'Ukraine. Quand tu rentres en Transnistrie du côté moldave, tu traverses d'abord un poste douanier, ensuite un poste des forces de maintien de la paix, après un poste de la police moldave, puis arrive le poste frontière et on est du côté transnistrien. On dit que derrière cette frontière qui n'existe sur aucune carte, il est possible de se procurer n'importe quel type d'armement. Des armes qui, selon la communauté internationale, atterriraient en toute impunité aux mains de groupes rebelles ou terroristes qui sévissent dans le Caucase, en Afrique et même plus récemment en Irak. Des armes qui proviendraient d'un des plus gros entrepôts militaires d'Europe. Une poudrière à seulement 3 heures de vol de Paris. Tiraspol, capitale de la République de Transnistrie. Une ancienne ville de garnison de l'armée rouge. C'est ici qu'était basée la 14e armée soviétique. 100 000 hommes et des dizaines de divisions de blindés capables d'atteindre la Turquie ou la Grèce en moins d'une semaine. 15 ans après la chute de l'URSS, le pays est toujours dirigé par un régime nostalgique de cette époque. Et l'armée russe est toujours sur place. Bon, maintenant, il faut impérativement aller vous faire enregistrer à la police. Si vous ne le faites pas, vous pourrez sortir du pays, mais il faudra donner un bakshish en sortant. Sinon, à chaque contrôle, vous serez emmené au poste et on vous interrogera pour savoir ce que vous faites en Transnistrie. Il y a encore quelques années, les autorités n'accordaient que des visas de 3 heures, le temps jugé nécessaire pour traverser le pays, crevaison comprise. Exceptionnellement, nous sommes autorisés à rester 10 jours sur place. Autre formalité obligatoire, s'acquitter d'une taxe de séjour, 2 €, qu'il faut aller changer en devise locale à la Banque nationale de Transnistrie. Le vrai faux pays fabrique sa propre monnaie et pratique son propre taux de change, 10 roubles pour 1 €. Un taux de change, bien sûr, sans aucun rapport avec la réalité. Nous sommes enregistrés, nous avons changé nos euros. Premier pas à Tiraspol et premier contrôle sous le regard de Lénine. Un homme appartenant à l'armée nationale de Transnistrie. Chants patriotiques diffusés sur tous les haut-parleurs disséminés à travers la ville. C'est la raison officielle de notre présence. Suivre les cérémonies de commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale pour un documentaire historique. Cela nous a permis d'obtenir nos accréditations auprès du ministère de l'Information. Nous avons 10 jours pour essayer d'en savoir plus sur un des pays les plus opaques du monde. Nous avons été prévenus, ici, tout le monde se méfie de tout. Bonjour, on est journaliste. Est-ce qu'on peut vous interroger ?
Vous partez tous? Vous avez peur de quoi? Quelle est la situation dans votre pays et qu'est-ce que vous pensez de votre gouvernement? On vit bien, c'est le principal. Faudrait juste qu'on nous reconnaisse, alors on vivrait encore mieux. Nous attendons. Au centre de l'image, en costume gris, Igor Nikolaïevitch Smirnov, le président de la République de Transnistrie depuis 1991. Un homme considéré comme un usurpateur par l'Union européenne. Pour ses ennemis, c'est un voleur qui a confisqué une partie du territoire d'un autre pays, la Moldavie, un pays souverain et reconnu celui-là par la communauté internationale. Un hold-up en plein jour qui explique pourquoi Igor Smirnov et les autres membres de son gouvernement sont interdits de séjour en Europe, où ils risquent même la prison. Heureusement pour eux, c'est en Russie qu'ils passent leurs vacances. Igor Smirnov est un président discret. Il n'a jamais répondu à la presse occidentale. Bonjour, la télévision française, est-ce qu'on peut... Ça suffit les gars, allez plutôt vous en prendre aux vétérans. D'accord, merci. Bonjour, bonne fête à vous tous. Il fait pas trop froid? Non, non, normal. Il n'y aura pas de pluie, j'espère. Non, il pleuvra pas. Et pourtant, ici, on n'a pas d'avion pour disperser les nuages. Bonne fête à vous tous. Disperser les nuages, comme au temps de la grandeur de l'URSS lorsque le Kremlin utilisait des avions pour dégager le ciel avant les parades militaires à Moscou. La capitale russe est à plus de 1000 km de Tiraspol. Mais ici, on parle russe, on pense russe et on a souvent gardé son passeport russe. Pour moi, en tant qu'officier russe, cette terre fut, est et restera russe. Nous ne laisserons jamais quelqu'un nous commander, nous dicter sa loi, nous apprendre comment vivre sur cette terre. Un beau matin de 1990, pourtant, juste un an après la chute du mur de Berlin, ce rêve soviétique risque de tourner au cauchemar pour les Russes de Transnistrie. La Moldavie, le pays auquel appartient vraiment la province, déclare son indépendance. D'autres vont suivre, mais ici, le Kremlin et le KGB vont se battre pour garder la maîtrise du pays. Un homme va mener ce combat en leur nom, un obscur agent du KGB russe parachuté à Tiraspol quelques années plus tôt pour diriger une des principales usines d'armement de la ville, le fameux Igor Smirnov. Ce 2 septembre 1990, il crée la République socialiste soviétique de Transnistrie et lève dans la foulée une armée de miliciens pour défendre sa souveraineté. La guerre avec la Moldavie est inévitable. Une insurrection que l'armée moldave aurait dû mater sans problème. Mais les combats vont se poursuivre pendant 4 mois et faire plus de 1000 morts. En fait, Igor Smirnov et ses miliciens disposent des formidables moyens militaires et logistiques de leurs parrains russes, et notamment du plus fameux d'entre eux, le général Liebed en personne, le commandant en chef de la 14e armée soviétique. C'est lui qui va imposer un cessez-le-feu aux Moldaves. Son intervention va en réalité figer la situation au profit de la Transnistrie, des troupes russes qui, sous couvert d'une mission de paix, vont garantir l'existence et la sécurité d'un État hors la loi. Une situation propice à tous les trafics, à commencer par le trafic d'armes. Dans le cadre de notre documentaire historique, notre couverture, pour enquêter sur le trafic d'armes, nous avons demandé à rencontrer des militaires. Les autorités nous ont conseillé d'aller à l'association des vétérans de la guerre d'indépendance, les plus fervents supporters de Smirnov. Sergueï est le chef des anciens combattants à Tiraspol. C'est un ancien militaire russe, un vétéran de la guerre d'Afghanistan. C'est le premier qui veut bien aborder le sujet avec nous. Mais avant, il faut trinquer avec ses anciens compagnons d'armes. Je vous souhaite santé, succès et bonheur. Un toast qui va très vite sonner
comme une mise en garde. Si quelqu'un d'ici vous cherche des ennuis, il y a des mecs comme ça, tu sais. Tu m'appelles et quick. Et tout le monde rigolera, et tout le monde trouvera ça normal. Parce que nous, on est dans notre république. On fait ce qu'on veut ici. Nous voilà prévenus. Visiblement, Sergueï s'est pris de sympathie pour nous. Il nous invite à déjeuner chez lui, où, une fois la vodka et le biberon de bébé terminé, c'est promis, il nous parlera trafic d'armes. On dit que votre pays cache beaucoup de trafic d'armes. Comment réagissez-vous à ces accusations? Tu sais, ces accusations, ça ne me touche pas vraiment. J'y crois tellement peu que... En fait, ce serait bien si on pouvait organiser une inspection avec des Ukrainiens, des Polonais, le plus de monde possible pour voir quelles armes on produit. Et ils verront que dans nos usines, il n'y a que des sécateurs, des fourchettes, des couteaux. Je te l'ai dit, ces accusations de trafic d'armes, ça me fait penser au principe de propagande énoncé par Goebbels. Plus le mensonge est gros, plus on te croit. Un communiste endurci qui cite Goebbels pour sa défense, surprenant. Mais le vétéran semble sûr de son fait. Sergueï nous promet même qu'il va tout faire pour qu'on puisse filmer à l'intérieur de ses usines. À voir. En attendant, quelques heures après cette conversation, nous sommes convoqués au ministère de la Sécurité intérieure. C'est Oleg, cet ancien combattant qui nous a transmis le message. Vladimir Antoufiev, chef des services secrets du pays, souhaite nous rencontrer. Sur le chemin, Oleg essaie de nous rassurer. C'est un bon officier, c'est un gars bien. Son domaine, c'est la sécurité d'État. En Russie, les services secrets, c'est le FSB. Chez nous, on a le MGB. Chez eux, c'est un service fédéral. Chez nous, ça dépend directement du ministère de la Sécurité d'État. Ce que ne dit pas Oleg, l'ancien combattant, c'est que le MGB est en réalité un véritable bureau local du FSB, les services secrets russes. Un bureau comme l'agence de renseignement peut en avoir dans toutes les provinces de Russie. À une différence près, ici, ces agents ont une sorte d'immunité du fait de la situation particulière du pays. Vladimir Antoufiev, par exemple, l'homme qui souhaite nous rencontrer, est un officier supérieur des services secrets russes. Il est arrivé ici en 1991, au lendemain de l'indépendance. À l'époque, il est recherché par Interpol pour une série de meurtres commis en Lettonie. Il est arrivé ici sous un faux nom pour échapper aux recherches et va être propulsé en quelques semaines au rang de numéro 2 du pays, juste en dessous du président Smirnov. Antoufiev a fait du MGB l'un des services de renseignement les plus redoutés de la région. Mais nous avons de la chance. Il ne nous a pas convoqués pour nous arrêter, mais pour communiquer. Notre présence est, pense-t-il, l'occasion de tordre le cou aux rumeurs de trafic d'armes dont son pays est accusé. Le président Yushchenko, devant l'Assemblée d'Ukraine, a présenté la Transnistrie comme un trou à contrebande. Il dit que par notre pays transitent des millions, que dis-je, des milliards de dollars. Il a dit que 2 usines fabriquent des armes et qu'avec ces armes, on tue des enfants en Ukraine. Tout ça est complètement absurde. Nous n'envoyons aucune arme nulle part, et d'ailleurs, nous n'avons pas assez de notre propre armement. Vous vous rappelez Colin Powell, qui présentait ces échantillons à l'ONU en disant que leur contenu venait d'Irak? Finalement, tout le monde s'est rendu compte qu'il n'y avait rien là-bas. Et c'est exactement la même chose en Transnistrie. Il faut nous voir comme un bon petit État, pas comme des bandits. De quels bandits parle-t-on? Un bon petit État, où il n'y aurait pas de bandits, mais où un shérif règne en maître. Des stations essence shérif, une compagnie de téléphone shérif, une société de bâtiments, un complexe sportif, un casino shérif, mais aussi des supermarchés shérif. La marque est partout, même sur les bouteilles de champagne ou sur les boîtes de thé. Au pays où l'on croit encore au socialisme, une compagnie privée bien étrange.
Elle a été créée en 1994 par 3 anciens flics, dont le fils cadet du président Smirnov. Ne filmez pas ici, hein, devant ce casino. Aucune enquête indépendante sérieuse n'a pu être menée sur les activités de la compagnie Shérif. Et encore moins sur les trafics en tout genre qu'on impute au clan qui contrôle en sous-main le pays. Mais selon l'ONU, 1 milliard de dollars est détourné chaque année par les dirigeants du pays sur des transactions illégales effectuées en Transnistrie. Et comme ici tout se passe en famille, c'est un autre fils du président qui dirige les douanes. Un système mafieux que personne n'ose critiquer ouvertement. Ce chauffeur de taxi anonyme ne sait pas que notre caméra enregistre. Au début, le président Smirnov, il savait ce qu'était la vie. Il a été directeur d'une usine ici. Quand on l'a élu, pendant 3 ou 4 ans, c'était très bien. Mais maintenant, vous savez, toutes les usines sont privatisées. Et qui les a privatisées? C'est le clan de Smirnov. Ici, aucun journaliste ne peut prétendre qu'il a la liberté de parole. Personne en Transnistrie ne peut parler ouvertement. Moi, par exemple, je vous parle aujourd'hui, et demain, on peut m'emmener quelque part et personne n'osera me chercher. On n'a aucun droit ici. Une zone de non-droit où aucun des opposants que nous avons rencontrés n'a souhaité nous parler devant une caméra. Nous sommes donc allés voir des représentants de la minorité moldave, systématiquement harcelés par le régime pro-russe. Cette école, par exemple, a été évacuée de force par la milice d'Antoufiev. Son tort, continuer à enseigner en moldave, la langue qui déplaît au régime. Une quinzaine de professeurs et plus de 300 élèves, obligés pendant plusieurs mois d'aller étudier dans des écoles russes. Mais les Moldaves de Transnistrie ont résisté et ils ont finalement obtenu la réouverture de leur école et même le droit de chanter l'hymne moldave. Cette réouverture de l'école est une des rares concessions du régime pour essayer de calmer les protestations de la communauté internationale. Mais il ne faut pas s'y tromper. Tous, ici, sont considérés comme des ennemis de l'intérieur. Ici, les Moldaves sont humiliés, comme si nous étions une race inférieure. Il y a de l'humiliation dans leur intonation, dans leur manière de prononcer le mot « moldave ». Toi, le Moldave, ça veut tout dire. Comme si nous devions nous sentir la pire race de la région. Sans doute par peur de représailles, finalement, seul le directeur de l'école acceptera d'aller plus loin devant notre caméra. Mais pour ne pas mettre en danger les autres professeurs du collège, il nous a donné rendez-vous chez lui, à l'écart des oreilles indiscrètes. Un acte de courage. Les gens ont peur. C'est la dictature ici. Moi, je compare volontiers la Transnistrie à la Corée du Nord. En Corée, le pouvoir se transmet de père en fils. C'est exactement pareil chez nous. Entre le président Smirnov, ses fils et toute sa famille. Aujourd'hui, on se prépare pour les élections au Soviet suprême. Je sais précisément que Smirnov et tout son entourage sont candidats au Soviet suprême de Transnistrie. C'est un véritable clan familial. C'est la République Smirnov. Ensuite, c'est la même chose en ce qui concerne le problème de l'armement. La Corée du Nord se prépare à fabriquer sa bombe nucléaire et nous avons le dépôt militaire de Kolbasna. Kolbasna, un des plus gros entrepôts militaires du continent. Situé à 130 km au nord de la capitale, Tiraspol, c'est un ancien dépôt de l'armée rouge. Depuis quelques années, l'OSCE,
L'organisme qui gère les conflits européens a pour mission d'encadrer le site. À l'intérieur se trouvent toujours les munitions soviétiques, obus, grenades, missiles, dont un grand nombre ont été rapatriés d'Allemagne de l'Est, de Hongrie et de Tchécoslovaquie après la chute du mur. En tout, plus de 42 000 tonnes de munitions conventionnelles. 42 000 tonnes d'armes. Ça représente, en termes de puissance d'explosion, au moins 2 fois la bombe d'Hiroshima. C'est une très forte puissance explosive. Encore plus inquiétant, dès 1992, beaucoup d'armes vont disparaître de Kolbasna. Même le général Yebed, l'homme qui a aidé à la création de la Transnistrie, va finir par critiquer ouvertement les dérives mafieuses du régime de Tiraspol. Dans une interview accordée à la télévision américaine, il parle de plusieurs valises nucléaires qui ont disparu de Kolbasna. Une valise nucléaire, c'est une mini-bombe atomique capable de tuer des milliers de personnes. Une arme idéale pour des terroristes. Donc vous dites que ces valises nucléaires ne sont plus sous contrôle de l'armée russe? Ce que je dis, c'est que plus de 100 de ces 250 valises nucléaires ne sont plus sous le contrôle des forces russes. Je ne sais pas où elles sont. J'ignore si elles ont été détruites ou entreposées quelque part, ou bien vendues ou volées. Je ne le sais pas. Est-ce qu'il serait facile d'en voler une? Ça a la taille d'une valise. À force de pression de l'OSCE, les Russes et les Transnistriens ont fini par ouvrir une partie de leurs entrepôts militaires en 2001. En 3 ans, plus de 20 000 tonnes de matériel stocké en Transnistrie ont été soit transférées par train en Russie, soit détruites sur place. Officiellement, tout ce qui a trait de près ou de loin au nucléaire est aujourd'hui en sécurité. Sauf qu'il est impossible d'en être absolument certain, car l'opération de transfert et de destruction d'armes n'est toujours pas terminée. L'OSCE ne reconnaît pas la Transnistrie. Ses bureaux sont donc en Moldavie, à 70 km de Tiraspol. Bernard Ossedat est un général de l'armée française. Il est en poste en Moldavie depuis 2003. C'est un des rares militaires occidentaux à avoir visité le site de Kolbasna plusieurs fois. Il devrait rester actuellement un maximum de 22 000 tonnes de munitions. Ce qui est beaucoup, peu? C'est encore énorme. C'est encore énorme. Et c'est encore en surnombre ou en surcharge, si vous voulez, pour le dépôt de Kolbasna, qui, malgré ses dimensions, est encore insuffisant. Il y a encore très vraisemblablement des munitions qui sont stockées à ciel ouvert, empilées entre des monticules de terre qui les protègent, ou plutôt qui protègent les dépôts voisins d'une éventuelle explosion. C'est dangereux ce que vous dites? Oui, c'est dangereux. 22 000 tonnes de munitions à ciel ouvert ou dans des entrepôts souterrains et dont il faut toujours se débarrasser. Les inspecteurs de l'OSCE ne reconnaissent pas les frontières de la Transnistrie. Ils ont autorité pour visiter et contrôler les dépôts d'armes de Kolbasna quand ils le souhaitent. Mais comme nous allons le constater, il y a une grande marge entre la théorie et la pratique. Je ne suis pas sur leur liste. La liste dont parle Bernard Ossedat est celle de la dizaine d'inspecteurs de l'OSCE habilités à visiter le site de Kolbasna. Il en fait partie et la police transnistrienne n'a théoriquement pas le droit de le contrôler. Mais le diplomate va attendre 1 heure avant de pouvoir poursuivre son chemin. 1 heure d'attente pendant laquelle Bernard Ossedat refusera tout de même de présenter son passeport diplomatique. Une question de principe. N'étant pas sur la liste, on m'a demandé de présenter un passeport diplomatique. Il n'en est évidemment absolument pas question. Parce que nous ne reconnaissons pas la République de Transnistrie. Donc il n'y a aucune raison que la République de Transnistrie se voit présenter un document officiel. Il reste 1 heure de route avant d'accéder au dépôt. I think it's here. Yeah.
l'Ukraine est de l'autre côté de ce fossé là. Donc on longe la frontière sur quelques dizaines de mètres avant d'apercevoir le village de Kolbasna qu'on commence à voir là-bas dans le fond. Voilà, donc il va falloir pas trop exhiber nos caméras parce que sinon ça risque de les mettre dans des états peu souhaitables. Qui sont les gens qu'on aperçoit là? Ce sont les gens de la milice, c'est-à-dire la police transnistrienne, qui gardent les abords du dépôt de Kolbasna. Say hello to this gentleman. Does work. Les inspecteurs de l'OSCE peuvent rentrer en Transnistrie, mais ils sont systématiquement empêchés de faire leur travail. Un bras de fer qui dure depuis 2 ans, au mépris du droit international. On n'ira pas plus loin là. Il demande que vous ne preniez pas d'image. C'est toujours irritant de se faire refuser un accès quelque part. Ça contribue à les déconsidérer. Donc tout ça, c'est à mettre dans le même paquet que le manque de transparence, que le conservatisme à outrance, les références permanentes au passé, etc., etc. À Kolbasna, je pense que la seule chose qu'ils voudraient avoir envie de cacher sont les mouvements d'entrée et de sortie de leur dépôt. On ne sait pas du tout ce qui s'y passe. Non, on sait simplement qu'il y a une surface de stockage énorme. Donc tout est possible. Une fois de plus, tout est possible. Loin des regards des inspecteurs de l'OSCE, tout est possible effectivement, comme le prouve ce procès-verbal d'une arrestation effectuée par la police moldave. Il s'agit du numéro 2 des forces russes de Transnistrie, le lieutenant-colonel Vladimir Niemkov, condamné à 4 ans de prison pour avoir transporté des missiles antiaériens, des détonateurs et des explosifs. Exactement le type de matériel qu'il faut pour abattre un avion de ligne sur n'importe quel aéroport d'Europe. L'homme qui nous a communiqué ces informations est un sénateur roumain, mais si nous nous sommes intéressés à lui, c'est parce que c'est aussi un ancien officier de la 14e armée soviétique. Le système, Ili Ilascu l'a connu de l'intérieur. Les armes, ils les vendent illégalement un peu partout. Beaucoup d'armes ont atterri dans les pays d'ex-Yougoslavie, en Tchétchénie aussi. Le plus étonnant, c'est qu'ils fassent du trafic avec les Tchétchènes et que ces combattants tuent avec des armes russes venant de Transnistrie des soldats de l'armée russe. Mais vous savez, l'argent n'a pas d'odeur. Ilascu est un ennemi personnel d'Antoufiev. Rappelez-vous, Antoufiev, c'est le chef du MGB, devenu numéro 2 de Transnistrie en 1991. À l'époque, Ilascu est membre des forces spéciales russes, les fameux Spetsnaz. Mais il a choisi le camp des Moldaves contre Antoufiev. Accusé d'espionnage et condamné à mort par Antoufiev, Ilascu a été libéré en 2001 après 9 ans passés dans les prisons transnistriennes. Ce que reproche surtout le chef du MGB à Ilascu, c'est d'avoir enquêté sur les stocks d'armes que les Russes ont donnés à la Transnistrie. Comme ancien officier de l'armée soviétique, je savais où se situait chaque entrepôt et je connaissais personnellement chaque commandant de bataillon. J'étais ami de plusieurs d'entre eux. Je buvais de la vodka avec eux. Je connaissais l'heure précise à laquelle les Russes ont transmis des équipements aux Transnistriens. Il y avait 24 tanks, 12 hélicoptères de combat, 37 000 pistolets mitrailleurs et 120 canons. Ces armes, offertes par l'armée russe à l'armée transnistrienne, les voici. C'était le 2 septembre dernier pour l'anniversaire des 15 ans de l'indépendance. Le chef d'état-major de l'armée, le président Igor Smirnov, a exhibé tout son arsenal militaire, histoire d'impressionner ses ennemis potentiels. Mais toutes ces armes ne sont pas que des cadeaux des forces russes. Certaines sont aussi fabriquées par les usines transnistriennes. Ces orgues de Staline, par exemple, à l'arrière des camions, ont été produites sur place. Une capacité de production étonnante pour un pays qui n'existe pas, sauf lorsqu'on apprend que la Transnistrie
a longtemps été considéré comme un des fleurons du complexe militaro-industriel soviétique. Une information révélée avec fierté par un expert militaire que nous avons été autorisés à rencontrer. Nous avons fabriqué certains armements. Nous les avons montrés pendant le défilé. Ne pensez pas que nous cachons quoi que ce soit. On a fait des copies des armements russes, les orgues de Staline. Nous les avons toujours chez nous. Nous avons toujours les installations pour des tirs de roquettes multiples. Où se faisait la fabrication des armes? Je ne suis pas habilité à vous le dire. Mais la fabrication se faisait dans des usines. Mais tout ça, c'est fini. Les usines ont changé de profil. Aujourd'hui, les usines sont privatisées. Elles ne produisent plus d'armes. Elles ne font que dalle. Passez-moi l'expression. Cela dit, si vous voulez mon opinion, si la guerre recommence, on pourra toujours forcer le directeur de l'usine à reprendre la production. Ce ne sont que des bêtises, nous ne produisons aucune arme. Bien sûr, après la guerre de 1992, nous avons mis en place notre propre fabrication d'armes, comme des pistolets automatiques de petit calibre, type Makarov. Nous avons également produit 40 rampes de lance-roquettes. Mais maintenant, on n'a plus d'armement. On a même demandé à l'armée russe, mais ils ne nous ont rien donné. Ces usines qui ne fabriquent plus d'armes, nous avons essayé de rentrer dans l'une d'entre elles, l'usine Elektromash, dans la banlieue de Tiraspol. C'est l'usine la plus fréquemment citée pour la fabrication d'armes de poing. Le président Igor Smirnov en était le directeur avant de prendre la tête du pays. Officiellement, on ne fabrique plus que de l'électroménager à Elektromash. Mais aucun expert occidental n'est jamais entré dans cette usine. À une certaine époque, ces usines ont produit ou assemblé des armes. Nous savons notamment qu'il y a eu des contrats avec des agences d'armement russes pour l'assemblage, la livraison et les ventes d'armes. L'usine Elektromash est soupçonnée de fabriquer, entre autres, des pistolets automatiques. Peut-être leurs usines produisent-elles des armes illégalement. Le problème, c'est que personne, hors de Transnistrie, n'est certain de quoi que ce soit. Car ils ne communiquent pas là-dessus. Aucune information n'est rendue publique et nous n'y avons pas accès. Nous avons cherché à plusieurs reprises à visiter l'usine Elektromash. Nous avons multiplié les demandes auprès de la direction de l'usine, sans succès. Dites-moi, jeune homme, par hasard, vous n'êtes pas en train de filmer? Vous filmez? Faut pas. C'est un cauchemar. Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Rien. Il a dit qu'il faut encore écrire une lettre. Ça fait des jours et des jours que j'écris. Impossible d'avoir accès aux ateliers de l'usine Elektromash. À force d'insister, nous avons obtenu un rendez-vous d'explication au ministère des Affaires étrangères. La décision de nous interdire de filmer est clairement politique. Nous préférons coopérer plutôt avec des personnes que nous connaissons. Malheureusement, nous ne connaissons pas votre chaîne, vos activités, votre manière d'éclairer les événements. Et puis, vous savez, tout État est contraint à se défendre, dans un certain sens. En fait, je suis sûr qu'ils fabriquent des armes. Mais dans quelle proportion, ça, nous ne pouvons que spéculer. Pour en savoir plus sur le trafic d'armes en Transnistrie, nous nous sommes adressés au CISAC, une agence dépendante de l'ONU.
Sa mission, identifier les centaines de milliers de fusils mitrailleurs AK-47, de mortiers, d'armes de poing en provenance d'Europe de l'Est que l'on retrouve aux mains de guérillas sur tous les points chauds de la planète. Le CISAC nous a mis en contact avec Brian Johnson Thomas, un ancien correspondant de guerre britannique, spécialiste de la question, qui a rédigé plusieurs rapports pour l'ONU à ce sujet. Brian Johnson Thomas a notamment enquêté en Afrique centrale sur un important stock d'armes de fabrication soviétique. Une piste qui l'a mené tout naturellement jusqu'en Transnistrie, très précisément jusqu'au dépôt de munitions de Kolbasna. Nous avons rencontré Brian Johnson Thomas à Paris, à son retour d'Afrique centrale. Nous pensons que la Transnistrie fabrique des armes de poing, sans numéro de série. C'est donc très difficile de remonter la piste jusqu'aux usines. Tout simplement parce que ce sont des contrefaçons. Il n'y a aucune référence sur les armes. Les armes lourdes n'ont pas de numéro de série non plus. Les forces de l'ONU au Congo ont retrouvé un mortier de 82 mm, qui semble bien provenir de Tiraspol. Mais il est très difficile d'en avoir une preuve absolue sans aller à Tiraspol et enquêter dans les usines. Brian Johnson Thomas nous apprend qu'il s'apprête justement à aller en Transnistrie pour le compte du célèbre journal britannique le Sunday Times. Selon leurs informations, les Transnistriens auraient aussi fabriqué des armes non conventionnelles, des bombes radioactives, autrement dit, des bombes sales. Nous avons la conviction que les Transnistriens disposent de 3 fusées radioactives. La prochaine étape est d'essayer de savoir s'ils sont aussi véreux que nous le pensons et s'ils sont prêts à nous vendre ces fusées radioactives. Le Sunday Times a demandé à l'expert d'organiser une fausse opération d'achat en se faisant passer pour un courtier en armes. Nos deux enquêtes se rejoignent. Nous décidons de nous retrouver en Moldavie et de collaborer. Brian va entrer en contact avec un certain Dimitri, auprès de qui il va se faire passer pour un intermédiaire, travaillant pour le compte d'un groupe terroriste algérien. Son but est de voir les bombes et se rétracter avant l'achat. Le premier contact a lieu dans la ville de Bender, près de la frontière côté Transnistrie. Nous n'avons pas pu l'accompagner. Notre présence aurait pu faire capoter le deal. Nous sommes largement repérés sur place. Je suis donc allé là-bas. Il y a un très grand pont en béton, très exposé, qui surplombe la rivière de 10 ou 20 mètres. Là, une BMW très classe, noire, arrive de Tiraspol. La vitre teintée descend, et là, c'est comme dans tous les films de James Bond. Je traverse, et il y a Dimitri à l'intérieur. Alors j'entre dans la voiture à côté de Dimitri. On roule juste pendant 30 mètres le long de la route pour se garer sur un petit parking, juste derrière le poste des forces de paix russes. C'est un vrai businessman, ce gars. Il a la trentaine, très élégant, chemise noire, pantalon noir, cravate. Il parle un très bon anglais avec un léger accent américain. Et très professionnel. Voilà comment on va faire, il me dit. Le prix est de 200 000 $ et c'est pas négociable. Le prix, c'est le prix. Pour 200 000 $, le prétendu Dimitri fournirait une bombe radioactive et la livrerait directement par avion au destinataire. Une bombe de petite taille, facile à transporter. Le scénario de la bombe sale est une menace prise très au sérieux dans les capitales occidentales. Le but des terroristes est de provoquer la terreur. Imaginez que cette fusée tombe quelque part dans le centre de Paris, de New York ou de Londres. À 12 km de distance, on peut lancer un missile sur l'Arc de Triomphe, dont la radiation se répand sur des centaines de mètres. Cela causerait une panique extrême, et ça coûterait très cher de nettoyer toutes ces radiations. Et cela signifierait que personne ne pourrait raisonnablement aller dans cette zone jusqu'à son nettoyage. Dans quelques heures, Brian verra le vendeur pour la seconde fois.
Contre 2000 $, Brian pourra voir la bombe, mais il devra se rétracter aussitôt après, avant de verser la suite. Évidemment, toujours pas question de l'accompagner. Je pense pas qu'il serait absolument heureux de s'apercevoir que je me moque d'eux. Il y a toujours du danger lorsque vous négociez avec la mafia russe, qu'ils puissent être plutôt virils dans l'expression de leur mécontentement. Brian est parti à son rendez-vous. 24 heures d'attente sans aucune nouvelle. La couverture de notre faux courtier en armes aurait-elle été éventée? Brian aurait-il des ennuis? Oui, c'est Brian. Brian, comment ça va? Je vais bien, merci. Je voulais juste vous tenir au courant. Dimitri m'offre les 3 Alazan pour 500 000 $. J'ai parlé au journal et ils m'ont dit que c'est trop d'argent, que c'est pas acceptable. Ils m'ont dit aussi que je devais m'en tenir au prix prévu initialement pour voir les missiles, en leur promettant de payer le supplément plus tard. 500 000 $ pour 3 fusées radioactives, dont 25 000 $ payables tout de suite pour les voir. Trop d'argent en jeu pour le Sunday Times. Brian ne verra pas les fusées. Son article, qui raconte sa rencontre avec Dimitri, le vendeur de bombes radioactives, sortira une semaine plus tard. Il fera grand bruit en Transnistrie. Personne ici n'a vendu ces fusées. Comme chef des services spéciaux, je suis certain qu'il s'agit d'une nouvelle provocation préparée en collaboration avec les services spéciaux moldaves et peut-être même d'autres pays. Tout cela pour faire peur à l'Europe, en disant qu'ici on a des armes qu'on peut éparpiller dans toute l'Europe justement. Un autre officiel va nous parler des fusées radioactives. Yuri Sheban, le ministre de l'écologie, l'homme chargé de la neutralisation des armes dangereuses en Transnistrie. Ce type de fusée est conçu pour dissoudre les nuages de grêle. Alors, dire qu'on a mis dans la tête de cette fusée des substances radioactives, c'est comme si on disait qu'on avait mis des ogives radioactives sur cette chaise. C'est comme si on disait que chez vous, pendant votre Révolution française, lors de la prise de la Bastille, on avait jeté des pavés à tête radioactive. Le ministre nous a menti, les fusées radioactives existent bien. Ces documents officiels transnistriens que nous avons fait traduire parlent même de 38 fusées contenant des isotopes radioactifs. Coïncidence, des documents officiels qui portent justement le nom d'un certain Yuri Sheban, notre ministre de l'écologie, l'homme qui vient de nous rire au nez. Nous avons aussi cherché à savoir qui était ce vendeur de bombes radioactives rencontré par Brian sur le pont de Bender. Des opposants nous ont mis sur la piste d'un certain Dimitri Soyn, membre des services secrets transnistriens. Sa description correspond à celle que Brian Johnson Thomas nous en a fait. Oui, c'est Dimitri. C'est mon Dimitri. Il portait des lunettes de soleil sur le pont. Mais c'est bien Dimitri, je n'ai aucun doute là-dessus. Nous sommes retournés en Transnistrie. Surprise, notre premier contact dans le pays, Sergueï, l'ancien combattant, connaît Dimitri Soyn. En plus de sa casquette de membre des services secrets, selon Sergueï, Dimitri Soyn est aussi à la tête d'une organisation de jeunesse. Dimitri Soyn a créé cette organisation pour éduquer notre jeunesse. Pour éviter que nos jeunes ne tombent dans la délinquance ou dans la toxicomanie, bref, pour que les êtres humains se comportent comme de véritables êtres humains, pas comme des bêtes. La fondation s'appelle ProRive, c'est-à-dire la brèche. À l'intérieur, nous rencontrons un groupe d'étudiants dont le modèle est apparemment le révolutionnaire Che Guevara. Immédiatement, nous pensons avoir affaire à un mouvement similaire à tous ceux qui, en Serbie, en Ukraine ou en Géorgie, ont renversé pacifiquement leur régime. Mais malgré les apparences, ici on se bat pour exactement le contraire, c'est-à-dire le rattachement de la Transnistrie à la Russie. Une idée qui plaît à Moscou. Un mois après leur création, ils ont même reçu le soutien d'un émissaire de Vladimir Poutine, Modeste Kolerov, chargé de la culture et des relations internationales au Kremlin. La Russie,
c'est la colombe de la paix universelle sur toute la surface de la Terre. C'est la colombe qui apporte la paix. Chaque personne ici vous dira que sans la Russie, c'est la fin ici. 2 minutes plus tard, le vendeur de bombes radioactives arrive. C'est le véritable patron ici. Selon l'opposition, Dimitri Sogne aurait le rang de major au sein du MGB. Ça va, je suis bien comme ça? Non, non, assieds-toi. Dimitri Sogne est visiblement très proche de ses étudiantes. Après quelques questions de complaisance, nous l'amenons sur la question des armes. Et comme prévu, il balaie toutes les accusations et fait porter le chapeau aux pays voisins. De quelle fusée? Mais de quelle fusée parlez-vous? Comme s'il restait des fusées ici. Moi, je ne comprends pas ce qu'est une fusée radioactive. Ce genre de bruit ne peut que susciter le sourire de la part d'un intellectuel ou la franche rigolade de quelqu'un de plus simple. Si nous faisions du trafic d'armes, alors nous aurions des complicités soit avec la Moldavie, soit avec l'Ukraine. Dimitri Sogne a-t-il proposé 3 fusées radioactives à un homme se présentant comme un courtier pour un groupe terroriste algérien? Nous n'avons pas osé lui poser la question dans le blanc des yeux, car Dimitri Sogne est parfois violent. Il est même recherché pour plusieurs meurtres par la police et la justice moldave, comme le montre ce document. Des meurtres commis en plein centre de Tiraspol. Le major du MGB en a même reconnu un, publiquement. Au cours de notre bref entretien avec Dimitri Sogne, un détail a retenu notre attention. Pour pouvoir sortir des armes de Transnistrie, il nous a parlé de nécessaire complicité avec l'Ukraine et la Moldavie, les pays voisins. Sans doute. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'il existe un aéroport à Tiraspol. Un aéroport qui a longtemps été utilisé par l'armée russe pour transporter ses troupes et ses équipements militaires. Un aéroport qui permettrait d'exporter sans aucun contrôle des cargaisons d'armes vers des zones de conflit. Sergueï, l'ancien combattant, nous a fait une faveur. Il nous a emmenés sur cet aéroport. Regarde dans quel état est la piste. Il y a de l'herbe dessus. C'était l'aéroport de l'armée russe, un très bel aéroport, qui accueillait n'importe quel type d'avion. Mais je vous explique, il n'y a plus d'avions ici. Quand un aérodrome est en état de fonctionnement, il y a des éclairages sur la piste, il y a des indicateurs de vent. Ici, il n'y a rien. C'est un champ vide. Plus un mensonge est gros, plus on vous croit, nous avait dit Sergueï lors de notre première rencontre, une référence à Goebbels, sur laquelle ce jour-là, il nous invite de nouveau à méditer. Moi, je dormirais mieux si je savais qu'il y avait beaucoup d'armes ici. Si je pouvais prendre une arme et casser la gueule à n'importe quel agresseur, moi, j'aimerais bien avoir 2 ou 3 bombes nucléaires. Juste comme ça pour que les autres sachent que nous avons ça chez nous. Mais malheureusement, il n'y en a pas ici. Je ne peux même pas en acheter. Mon salaire est trop petit. N'en déplaise à Sergueï, selon les inspecteurs de l'OSCE, l'aéroport de Tiraspol serait en parfait état de fonctionner aujourd'hui. Ce jour-là, nous avons remis à l'organisme européen le résultat de nos 6 mois d'enquête, et notamment le document officiel transnistrien que nous avions fait traduire, faisant état de 38 fusées radioactives dont le pays aurait dû se débarrasser depuis 1994 et dont tout le monde là-bas semble avoir oublié l'existence. Un document que le général Osedat ne connaissait pas. Je pense que ça pourrait être un faux, mais j'en doute. Je pense qu'il s'agit de documents officiels. Maintenant, il faut replacer ça dans son contexte. Si j'étais dans un état-major en train de dresser la liste des armements que possède mon adversaire, j'en tiendrai compte. Que peut faire l'OSCE? Simplement demander aux Transnistriens de s'expliquer sur cette affaire. Je vois tout de suite leur réaction et leur réponse. Quelle sera-t-elle? Nous n'avons aucune connaissance de ce type de document. Nous ne savons pas ce que c'est que des armes radiologiques et nous n'avons jamais eu. Et on peut les croire?
Peut-on vraiment croire tout ce qui se passe en Transnistrie, tout ce qui vient de Transnistrie? Aujourd'hui, la communauté internationale n'a presque aucun moyen d'agir en Transnistrie. Un territoire qui ne reconnaît qu'un seul juge et maître, la Russie. En Ukraine, en Géorgie, en Kirghizie, les régimes post-soviétiques se sont effondrés sans que Moscou n'y puisse rien. Un scénario impensable à Tiraspol. La Russie doit remplir ses obligations vis-à-vis de la Transnistrie. C'est notre État garant. Mais je vous assure que notre population est consolidée. Ici, il n'y aura pas de révolution anti-russe. Nous ne la laisserons pas se produire. Et d'ailleurs, il n'y a pas de raison pour qu'elle ait lieu. Regardez depuis combien d'années on secoue notre État. Et rien ne se passe. La République de Transnistrie, un pays qui n'existe pas, mais qui considère toujours Staline comme un des plus grands héros de l'histoire de l'humanité. Un pays capable de lever une armée de 17 000 hommes en quelques semaines et disposant de plusieurs milliers de tonnes d'armes et de munitions. Un pays qui a laissé une centaine de valises nucléaires disparaître de ses entrepôts et a disposé de 38 fusées radioactives dont personne ne sait aujourd'hui où elles sont. Un pays fortement soupçonné d'alimenter le trafic d'armes international, mais qui continue d'échapper à tout contrôle. La République de Transnistrie a fêté en septembre le 15e anniversaire de son indépendance.